Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le chevalier s'était installé dans le quartier huppé de Banana Island, offrant le calme que l'argent pouvait offrir, une sérénité assurée par des portails, des arbres importés bruissant doucement et des lampadaires immuables. Derrière les imposantes grilles d'acier d'une demeure de marbre, Shukan Wafer était assis dans son bureau, entouré d'écrans surveillant tout, de la bourse à son système de sécurité automatisé. Milliardaire par le mérite et le mystère, Shukan avait fait fortune en construisant des infrastructures technologiques pour des gouvernements et des entreprises de premier plan, tout en restant un homme insaisissable aux yeux du public. Il avait été autrefois le symbole de l'innovation au Nigeria, jusqu'à ce qu'une tragédie, la mort soudaine de sa femme, ne le transforme en fantôme dans son propre empire. Ce soir-là, alors qu'il examinait ses rapports financiers, un verre de whisky à la main, une alerte de sécurité clignotait silencieusement sur l'un de ses écrans. Quelqu'un se trouvait à l'entrée. À 1h14 du matin, Shukan, avec un soupir d'agacement, appuya sur la caméra. Et elle était là, une jeune femme, recroquevillée sur un carton aplati comme un objet abandonné, les bras serrés autour d'elle. Sans abri. Seul. Il dormait juste devant le concert le plus cher de la gosse. Ce n'était pas la pitié qui l'envahissait au début, mais l'irritation. Cette image contrastait trop violemment avec la symétrie immaculée de son monde. Banana Island était réservé aux élus, magnats des affaires, magnats du pétrole, politiciens, pas aux vagabonds. Il prit son interphone et appela le service de sécurité. « Pourquoi y a-t-il quelqu'un devant ma porte ?» demanda-t-il sèchement. Son chef de la sécurité, Kunal, semblait groggy, honteux même. « Monsieur, elle a dû arriver pendant la coupure de courant, au moment où les capteurs de secours redémarraient après la panne de Nipah. Devrais-je la faire sortir ?» Shukan plissa les yeux. Retirée, comme une poubelle. Pourtant, quelque chose le fit s'arrêter. La fille ne devait pas avoir plus de 25 ans. On aurait dit qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours. Ses cheveux étaient emmêlés, ses vêtements déchirés, mais il y avait une certaine dignité dans sa façon de se tenir, même dans son sommeil. « Laissez-la pour l'instant, » dit-il au bout d'un moment. Il raccrocha, se laissa aller en arrière et fixa l'écran. Il ne savait pas pourquoi il la regardait, seulement qu'il ne pouvait s'arrêter. Sa présence lui donnait l'impression que l'univers avait déposé un puzzle à ses pieds. Une pièce disparate, mais qui refusait d'être ignorée. Au matin, la gosse avait repris son agitation. Les Okada bourdonnant comme des moustiques, les conducteurs de Danfo hurlant les destinations comme des avertissements, et les klaxons créant leur habituel orchestre chaotique. Shukan prêtait rarement attention au pouls de la ville, mais ce jour-là, il le suivait dans ses pensées. Il sauta le petit déjeuner et se dirigea vers les grilles d'entrée, café à la main, se demandant encore si la jeune fille était partie. Alors que les grilles de fer ouvraient sous le contrôle des gardes, il la revit, assise maintenant, les jambes croisées, comme prête à affronter le destin. Son regard, sombre et alerte, croisa le sien. Ni effrayé, ni optimiste, juste posé, comme quelqu'un habitué à être déçu mais refusant de capituler. « Bonjour », dit-elle simplement d'une voix rauque mais claire. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un le saluait sans prétention, sans connaître son nom ni sa valeur. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. Nulle part ailleurs elle n'était en sécurité. Sa réponse flottait entre eux, troublante par sa franchise. Et comme ça, la porte entre deux mondes commença à s'entr'ouvrir. Shukan n'avait pas l'habitude d'être déstabilisé, surtout par des inconnus sans nom. Pourtant, en regardant Amara, il lui avait demandé son nom, et elle l'avait dit sans fioriture, et il avait du mal à la catégoriser. Était-elle une menace, une mendiante, une arnaqueuse qui jouait la comédie? Tolu, son fidèle assistant personnel, avait déjà appelé 2 fois ce matin-là après que les gardes eurent signalé l'incident. « Monsieur, devrions-nous alerter les autorités? Vous savez comme ces choses dégénèrent vite, » lui conseilla-t-elle, visiblement inquiète. Mais Shukan la repoussa d'un geste de la main. La jeune fille n'avait demandé ni nourriture ni argent. Elle n'avait même pas demandé à entrer. Elle était simplement restée là, assise contre le mur, telle une statue de souffrance. Finalement, il demanda au personnel de lui apporter une bouteille d'eau et une tranche de pain. Elle les accepta avec une gratitude silencieuse, sans le quitter des yeux. « Vous ne pouvez pas rester ici.
dit-il finalement, mais il n'y avait aucune colère dans sa voix. Elle hocha la tête. Je sais, j'avais juste besoin d'un endroit où dormir la nuit dernière. J'irai. Pourtant, lorsque le soleil disparut à l'horizon et que Shuka revint d'une brève réunion dans son bureau miteux, elle était toujours là. Même position, même silence. Les gardes avaient tenté de la chasser, mais elle n'avait pas résisté, attendant simplement qu'ils abandonnent. L'irritation de Shuka revint, teintée d'une pointe de complexité. « Culpabilite? Curious-eye? Tu es toujours là ?» demanda-t-il en sortant de sa BMW. Elle se releva lentement, vacillant légèrement, comme si elle n'avait pas l'habitude de se tenir debout. « J'ai essayé de partir, dit-elle, mais je n'ai nulle part où aller. » Shuka faillit se détourner, presque laisser son détachement l'emporter, mais quelque chose dans sa voix le fit s'arrêter. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était de la résignation, le genre de désespoir qui prend racine. Il passa une main dans ses épais cheveux et soupira. « Tu peux dormir dans la cabane du jardinier ce soir. Une nuit. C'est tout. » Son hochement de tête fut lent, mais empreint d'une dignité qui le surprit. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle. Et, d'un seul coup, le mur que Shuka avait érigé autour de sa vie laissa entrer un étranger. Le lendemain matin, Tolu fit irruption dans sa maison, les mains agitées comme des drapeaux. « Oga, ce n'est pas sûr. Tu ne connais pas cette fille. Elle pourrait être n'importe quoi. Une journaliste, une espionne. Shuka samasa las tampas. C'était juste une fille qui avait besoin d'un endroit où dormir. Mais même lui ne savait pas pourquoi il l'avait laissée entrer. Il avait passé des années à repousser les gens, créant un monde où seuls les contrats et les codes comptaient. Mais Amara perturbait le rythme, introduisant des questions dans une maison bâtie sur la routine. Plus tard dans la journée, Shuka passa devant l'abri du jardinier et le trouva impeccablement propre. Amara avait récuré les sols, rangé les outils et même nettoyé les vitres poussiéreuses. Elle était assise dehors, se lavant les cheveux dans une bassine, les yeux fermés, un léger bourdonnement s'échappant de ses lèvres. Shuka observait depuis le couloir, frappé par la façon dont on pouvait retrouver son humanité par les gestes les plus simples. Elle n'avait pas mendié pour un abri, elle l'avait gagné en silence. La cabane du jardinier, bien qu'exiguë et vide, devint le sanctuaire d'Amara. Elle la transforma en un espace de dignité modeste, pliant soigneusement ses vêtements, le peu qu'elle possédait, balayant le sol poussiéreux et tapissant les fenêtres fissurées de vieux journaux. Mais à mesure que l'espace physique se transformait, quelque chose en elle aussi se transformait. Pour la première fois depuis des mois, elle ne courait pas. Elle n'était pas poursuivie par ses créanciers et ne craignait pas la justice perverse de l'agent Kola. Elle dormait sans se réveiller, terrorisée. Son corps commença à guérir, plus besoin de dormir sur le béton, plus besoin de chercher de la nourriture. Chaque jour, elle se levait avant l'aube, rangeait le domaine en secret et se retirait sans que personne ne s'en aperçoive. Elle s'attendait à être expulsée à tout moment. Mais les jours passèrent, et l'expulsion n'eut jamais lieu. Et chaque matin qui passait, elle commençait à se rappeler qui elle était avant que les rues n'engloutissent son nom. Diplômée d'Unilag. Une ancienne secrétaire administrative dans un grand cabinet d'avocats. Une fille. Une sœur. Une femme. Sa chute dans la rue avait été lente, douloureuse et orchestrée par la trahison. Son frère aîné, à qui ses parents défunts avaient confié leur héritage, avait tout gaspillé au jeu, invoquant la crise économique. Lorsqu'elle l'a confronté, il est devenu violent, l'a mise à la porte et a répandu des rumeurs selon lesquelles elle était mentalement instable. La société, qui autrefois saluait son assurance, se moquait désormais de son désespoir. Son employeur l'a licenciée après que son frère l'a accusée de vol. Ses économies disparues et son nom terni, le réseau d'Amara s'est tari. Les propriétaires ont refusé de lui louer un logement. Ses anciens amis ont disparu dans le silence social. Finalement, elle finit par atterrir au pont d'Achiti, dormant près des caniveaux et esquivant les jeux pervers des hommes en uniforme et des hors-la-loi en jeans déchirés. Pourtant, elle ne perdit jamais la raison. Pas complètement. Chaque jour, elle s'accrochait à une parcelle d'elle-même, se promettant que si le monde lui donnait une dernière chance, elle retrouverait la vie. Et voilà que, curieusement, cette chance se présentait sous la forme d'un homme qui parlait à peine. Shuka, quant à lui, gardait ses distances. Il ne l'a jamais invitée dans la maison principale. Il ne l'a jamais interrogée sur son passé. Mais il l'a remarqué. Comment elle ne traînait jamais. Comment elle ne volait jamais.
comment elle arrosait les rosiers mourants que sa défunte épouse adorait autrefois. Et peu à peu, sa méfiance commença à s'estomper. Un soir, assis dans son bureau, il parcourait de vieilles photos de famille d'Iseoma, sa fille, qui étudiait maintenant au Canada. Il pensa à Amara, à la façon dont elle lui rappelait une époque où la vie était brute, incertaine et authentique. Il sortit et la trouva en train de plier du linge près du mur du jardin. « Tu es allé à l'école » demanda-t-il. Elle se retourna, surprise. « Oui, Unileg, Administration d'Affaires. » Il hocha la tête, absorbé par la réflexion. « Pourquoi n'as-tu pas couru quand je t'ai laissé rester ?» Elle le regarda dans les yeux. « Parce que je n'ai pas été élevé pour courir. Juste pour survivre. » Cette nuit-là, Shuka se retrouva à fixer le plafond plus longtemps que d'habitude. Entre richesse et solitude, une femme s'était endormie à quelques mètres de là, et il ne savait plus vraiment qui sauvait qui. La saison des pluies est arrivée avec une violence soudaine, les nuages se sont assombris sans prévenir et le ciel s'est fissuré comme un coup de semonce. Lagos, toujours chaotique, est devenu presque mythique sous de fortes pluies. Cette nuit-là, Shuka a entendu le déluge alors qu'il examinait le code d'un déploiement logiciel raté. Le tonnerre masqua tout bruit jusqu'à ce qu'un coup retentisse, léger mais persistant. Tolu apparut à la porte quelques instants plus tard. « Monsieur Laffy. »« Amara. Elle ne va pas bien. » Shuka leva brusquement les yeux. Sans attendre, il la suivit jusqu'à la cabane du jardinier. Là, sous la faible lumière d'une lanterne, Amara gisait sur un tas de couvertures trempées, tremblant violemment. Ses lèvres étaient bleues, sa peau brûlante malgré le froid. La fuite dans le toit avait transformé son refuge en piège. Shuka hésita un instant. Ce n'était pas dans son scénario. Il ne s'occupait ni des malades ni des émotions. Mais il s'avança, s'agenouilla près d'elle et la prit dans ses bras. Elle brûlait, son corps léger comme du papier. Sans réfléchir, Shuka la porta jusqu'au manoir, ignorant les expressions stupéfaites de son personnel. Il ordonna que la chambre d'amis soit préparée, exigea des serviettes chaudes et du paracétamol, et ordonna au cuisinier de préparer immédiatement une soupe au poivre. Pendant des heures, il resta assis à son chevet, lui tamponnant le front et ajustant ses couvertures. Il appela un médecin, un praticien privé qui soignait discrètement les élites. L'homme arriva 1 heure plus tard, leur administra des antibiotiques et confirma qu'il s'agissait d'une grippe sévère, aggravée par l'exposition. Shuka inni dormit padalanut. Il la regardait simplement, chaque souffle qu'elle prenait résonnant comme un avertissement. Dans la pénombre, sa vulnérabilité adoucissait quelque chose en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la responsabilité. Pas celle qui accompagne le salaire ou les impôts, mais celle qui vous lie à une autre âme sans contrat ni promesse. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux au petit matin et murmura un faible merci, la gorge de Shuka se serra d'une manière inattendue. Amara resta 3 jours dans la chambre d'amis, se rétablissant lentement. La maison, habituellement silencieuse à l'exception du bourdonnement des machines, commença à respirer. Le personnel circulait silencieusement dans sa chambre. Tolu lui apportait des livres. Même la cuisinière commença à déposer des coupes de fruits près de son lit. Et pendant tout ce temps, Shuka observait depuis les bords, silencieuse, vigilante, perturbée. Lorsqu'elle fut assez forte pour marcher, elle demanda si elle devait retourner au hangar. « Non » répondit-il simplement. « Reste jusqu'à ce que tu ailles mieux. » Cette nuit-là, alors qu'elle se tenait près de la fenêtre à regarder la pluie, elle se tourna vers lui. « Pourquoi m'aides-tu » Shuka ne répondit pas immédiatement. Il la regarda vraiment, et vit le reflet de tout ce qu'il avait perdu. L'espoir, l'amour, la simplicité. « Parce que je crois que tu me rappelles quelque chose que j'ai oublié, » dit-il finalement. Ils restèrent là, sans parler, tandis que la tempête faisait rage dehors. À l'intérieur, cependant, quelque chose de fragile commençait à se réparer. Le 4e matin après sa guérison, Amara s'aventura dans le jardin, guidé par le soleil et le chant lointain des oiseaux nichant sur les bougainvilliers. Le parc autrefois intimidant du manoir lui était désormais plus familier qu'étranger, même si elle évitait toujours de s'approcher trop près du bâtiment principal. Ce matin-là, cependant, elle trouva Shuka déjà assis dans le kiosque, un livre dans une main et un café dans l'autre. Il leva les yeux, surpris mais pas mécontent, et lui fit signe silencieusement de le rejoindre. L'invitation resta muette, et Amara hésita un instant avant de s'asseoir au bord du banc. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent silencieux,
le bruit des Legos occupant le silence. Puis Shuka, sans la regarder, demanda « Quel livre lirais-tu si tu ne pouvais en choisir qu'un » C'était une question étrange, et Amara cligna des yeux, prise au dépourvu. « Les affaires de Shimua Acheb tombent en morceaux, » répondit-elle. « Cela me rappelle que même les gens forts peuvent se briser, mais qu'il y a de la beauté à essayer de se reconstruire. » Cette réponse le fit s'arrêter, et dans son immobilité, une conversation s'engagea entre eux. La glace se brisa davantage par de petits échanges prudents, à la fois inquisiteurs et protecteurs. Amara s'enquit des arbres de la propriété, et Shuka lui expliqua qu'ils étaient importés d'Afrique du Sud. Il lui demanda quel était son plat préféré, et elle sourit en décrivant la soupe aux arachides de Mama Ifeoma, servie dans des bols en céramique craquelée dans leur petite maison inaugure. Petit à petit, leur conversation devint moins des interviews et davantage des échanges entre deux âmes solitaires, chacune en quête d'un point d'ancrage. Shuka commença à apporter 2 tasses de café au kiosque chaque matin. Parfois, il parlait de tout et de rien. De la couleur du ciel, de l'absurdité de la circulation à Lagos, du bruit du générateur. D'autres fois, leur conversation abordait des sujets plus profonds, regrets, ambition, trahison. Shuka avoua, un soir, qu'il n'avait pas parlé à sa fille depuis presque 2 ans. « Elle pense que je me suis enterré avec sa mère, » dit-il, le regard perdu. Amara n'essaya pas de le réparer. Elle se contenta d'écouter. Et dans cette écoute, Shuka trouva une étrange paix. Tolu remarqua ce changement presque immédiatement. Elle n'était pas dupe, elle travaillait avec Shuka depuis près de 10 ans et ne l'avait jamais vu parler avec autant de douceur à qui que ce soit. Un matin, elle surprit Amara en train de rire pour de bon, à une phrase de Shuka, et cela la déstabilisa. Non pas par jalousie, mais par peur. Elle s'approcha de Shuka plus tard dans la journée. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, que faites-vous exactement ?» Il la regarda, l'air indéchiffrable. « Je parle à quelqu'un qui écoute. » Cette réponse ne fit qu'accroître les soupçons de Tolu. La présence d'Amara changeait l'atmosphère de la maison. Le personnel souriait davantage. Même le chef, d'habitude grincheux, avait commencé à préparer des portions supplémentaires, au cas où. Mais Tolu savait combien la confiance était fragile dans un monde de richesse et de secrets. Et elle savait aussi que tout ce qui touchait le cœur de Shuka était à la fois une bénédiction et un risque. Surtout quelqu'un comme Amara, qui demeurait un mystère enveloppé de résilience. Tolu n'avait jamais été du genre à agir sur un coup de tête, mais elle protégeait farouchement Shuka et son empire. S'il se considérait comme une île, elle savait combien de loups tournoyaient sous la surface des jeux de pouvoir de l'ego. Alors, quand Amara commença à influencer l'humeur de Shuka, par extension, le rythme du manoir, l'instinct de Tolu prit le dessus. Elle ne détestait pas encore Amara, mais elle ne lui faisait pas confiance. Et la confiance était une monnaie que Tolu ne donnait pas gratuitement. Ce week-end-là, alors que Shuka assistait à une conférence technologique sur l'île Victoria, Tolu passa discrètement des coups de fil. Quelques amis des médias, un cousin au greffe et un ancien amant qui travaillait au ministère des Archives. Ce qu'elle découvrit la troubla. Aucune trace de relevé d'emploi, une affaire de vol classé sans suite sur son ancien lieu de travail, et des rumeurs selon lesquelles Amara avait été vue mendier près du pont d'Oshidi. Tout ce qu'Amara avait dit n'était pas faux, mais ce n'était pas non plus toute la vérité. Tolu imprima tout ce qu'elle trouva, le rangea dans un dossier et attendit le bon moment. Lorsque Shuka revint le dimanche, plus détendu que d'habitude, Tolu le confronta lors de leur réunion administrative. Elle glissa le dossier sur son bureau et croisa les bras. « Tu dois voir ça, » dit-elle calmement. Shuka l'ouvrit, feuilleta les documents, puis referma lentement le dossier. « Tu l'as enquêté ?» dit-il d'une voix basse et indéchiffrable. « Il te protège, » répondit Tolu. « Monsieur, cette femme pourrait être n'importe qui. Elle pourrait être une arnaqueuse. Tu n'es pas vraiment sans ennemi. » Shuka s'adossa à sa chaise et regarda par la fenêtre. « Elle m'a déjà presque tout raconté, » dit-il doucement. « Mais tu as raison. Je ne la connais pas. Pas complètement. » Tolu s'adoucit légèrement, sentant qu'elle avait exagéré. « Je ne dis pas qu'elle est méchante. Je dis juste de faire attention. Tu es trop important pour être vulnérable. » Shuka hocha lentement la tête. « C'est bien là le problème, Tolu. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai eu le droit d'être vulnérable. » La conversation s'est terminée sans issue. Mais le dossier est resté sur son bureau, T.
un avertissement silencieux. Dehors, Amar sentit un changement avant d'entendre les murmures. La maison semblait plus froide. Tolu cessa de sourire. Les gardes ne se saluaient plus avec désinvolture. Même Shuka devint plus distante, plus silencieuse. Elle savait que quelque chose avait changé. Ce soir-là, alors qu'elle balayait l'allée du jardin, elle leva les yeux et vit Shuka l'observer depuis le balcon. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il hocha la tête et disparut dans la maison. La poitrina d'Ama s'asserra. Elle avait craint cela, craint qu'une fois son passé découvert, les gens ne la voient plus. Plus tard dans la soirée, elle frappa doucement à la porte de son bureau. « Si tu veux que j'y aille, dit-elle, je comprends. » Shuka leva les yeux vers elle, l'air indéchiffrable. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit ?» demanda-t-il. « Parce que je ne voulais pas être attaqué, répondit-elle. Il la stabilisa un long moment, puis dit « Je ne te demande pas de partir. » Mes ennemis mens place. Elle hocha la tête, les yeux embués. La distance entre eux demeurait, mais la porte, au moins, restait ouverte. Dans les jours qui suivirent, la tension s'estompa peu à peu, comme les dernières braises d'un orage. Amar restait plus discrète, se levant plus tôt que d'habitude pour balayer la cour, s'occuper du jardin et aider la cuisinière à faire les courses, des tâches que personne ne lui demandait, mais qu'elle accomplissait quand même. Le travail était empreint de dignité, même non rémunéré. Shuka, lui aussi, commença à reprendre progressivement sa routine. Il passait plus de temps à son bureau, participait à des appels vidéo avec des investisseurs internationaux et riait, même lors d'une conversation avec sa fille Izioma. Mais il y avait quelque chose de différent dans son rire, plus doux, moins réservé. Amar le remarqua un matin en passant devant la fenêtre ouverte. Ce rire n'existait pas un mois plus tôt. Elle se surprit à sourire, non pas parce qu'elle en était la cause, mais parce qu'il guérissait. Et peut-être qu'elle aussi guérissait. Elle ignorait ce qu'ils représentaient l'un pour l'autre, bienfaiteur et invité, gardien et intrus, mais les murs s'amincissaient, et cela suffisait. Un après-midi, alors que le soleil cuisait les pierres blanches du manoir, Shuka trouva Amar accroupi sous le porche, en train de dessiner. Il ignorait qu'elle savait dessiner. Sur ses genoux se trouvait un carnet de croquis usés, du genre de ceux distribués par les œuvres caritatives des églises. Son crayon dessinait des traits élégants et précis, dessinant la silhouette d'un arbre près du portail du domaine. « Tu es doué, dit-il, la surprenant. » Elle sourit. « Cela m'aide à garder l'esprit tranquille. » Il s'assit à côté d'elle, non invité mais bienvenu, et ils discutèrent. On a vraiment parlé. De la perte, de la foi. À propos de ce que signifiait reconstruire à partir des cendres. Shuka lui demanda ce qu'elle attendait de la vie, et elle marqua un long silence avant de répondre. Être à nouveau utile. Être importante pour quelqu'un. Il hocha la tête, comprenant plus qu'il ne le laissait paraître. Tu le sais déjà. Ce n'était pas du flirt, c'était la vérité. Cet après-midi-là marqua un tournant. Dès lors, Shuka commença à lui demander son avis sur de petites décisions, le design de sa future application, les couleurs intérieures, et même de nouvelles options de repas. Peu à peu, elle s'invitait dans bien plus que sa maison. Elle était invitée dans son monde. Le changement ne passa pas inaperçu. La maison vibrait d'une excitation subtile, comme si le manoir lui-même commençait à respirer plus profondément. Amara, autrefois le fantôme silencieux du hangar, partageait désormais ses repas avec le personnel, riait avec les gardes et aidait même le jardinier à raviver la pelouse. Sa transformation n'était pas spectaculaire, mais délibérée, telle une chenille se souvenant qu'elle a des ailes. Un jour, Shuka l'observa depuis son bureau tandis qu'elle parlait au fils du chauffeur, l'aidant à faire ses devoirs sous le manguier. Elle n'avait pas de public, pas de récompense, juste de la gentillesse. Et à cet instant, Shuka ressentit une profonde attirance pour elle, pas encore romantique, mais ancrée dans une dimension encore plus intime, la confiance. Elle était entrée dans son monde sans contrainte, et au lieu de prendre, elle avait donné. Dans un monde où la plupart des gens l'abordaient avec des masques et des motivations, Amara se distinguait simplement par son authenticité. C'est Tolu, étonnamment, qui l'a suggéré. « Pourquoi ne l'invites-tu pas à dîner ?» a-t-elle dit lors d'un de leurs débriefings. « Dissipons les tensions. Faites savoir au personnel qu'elle ne fait pas qu'occuper l'espace. » Tsuka la regarda, amusée. « Vous voulez dire, officialiser ?» Tolu haussa les épaules. « Tu la traites déjà comme une invitée. Autant la nourrir comme telle. » Ce soir-là,
Shuka s'approcha d'Amara avec une gêne qu'elle ne lui avait jamais vue. « Veux-tu dîner avec moi ce soir » demanda-t-il. Elle cligna des yeux, perplexe. « Dans la salle à manger, par exemple ?»« Oui, pour la compagnie, dit-il. » Elle hésita. « Je n'ai rien à me mettre. » Il a fait signe que non. « On n'ira pas au Capitole. Juste dîner. Rien de bien spécial. » Mais Amara passa tout de même 1 heure à se coiffer, à emprunter une blouse propre à la cuisinière et à frotter ses chaussures avec de l'eau citronnée. Lorsqu'elle descendit dans la salle à manger, le personnel avait déjà allumé des bougies et déposé des fleurs fraîches sur la table. Shuka se leva en entrant, un geste désuet qui lui donna des vertiges. Le dîner fut d'abord silencieux. Les fourchettes raclaient la porcelaine. La soupe était trop chaude. L'air était trop tendu. Mais finalement, Shuka lança une blague sur l'obsession de Tolu pour l'étiquetage des dossiers. Et Amara rit, un rire riche et sincère qui emplit le hall de marbre comme une musique. Ils recommencèrent à parler, cette fois de choses plus légères, de musique, de jeux d'enfance, de leur vendeur de riz jollof préféré. Au dessert, ils étaient détendus, discutant comme de vieux amis. Et quand Amara renversa accidentellement un verre d'eau et s'excusa, Shuka rit et dit « Ce n'est que de l'eau. » Pas d'action Shell. La remarque la fit sourire, et quelque chose en elle se détendit encore davantage. Ce n'était pas un test. Ce n'était pas de la charité. C'était une connexion. Et Shuka, qui avait cru un jour son cœur incapable de s'ouvrir à nouveau, sentit quelque chose changer. Peut-être que le deuil avait été une erreur. Peut-être que l'amour, sous toutes ses formes, était encore possible, même pour des gens comme lui. Même pour des gens comme elle. Une fois le dîner terminé, ils restèrent debout, maladroits, dans le couloir, incertains de la suite. « Merci, » dit doucement Amara. « Pour ça, je ne me suis pas senti normal depuis longtemps. » Shuka hocha la tête. « Tu n'as jamais été anormal, Amara. Le monde a juste essayé de vous convaincre du contraire. » Elle cligna des yeux, profondément émue. « Bonne nuit, monsieur. » Shuka, cordial. Just Shuka. Elle sourit et s'éloigna, le cœur battant. Dans le couloir faiblement éclairé, Shuka restait debout, les pensées tourbillonnantes. Ce soir, il avait franchi la ligne rouge, et il y aurait des conséquences. Mais pour la première fois depuis des années, il s'en fichait. Quelque chose avait commencé, quelque chose de délicat et d'inattendu. Et quoi que ce soit, il n'était plus possible de l'ignorer. Shuka fit venir Amara dans son bureau par un mercredi matin humide. L'air de la pièce était chargé d'une odeur de café fraîchement moulu et de cire à bois. Amara se tenait près de la porte, incertaine, scrutant du regard la pièce où elle entrait rarement. Shuka lui fit signe de s'asseoir. Je me suis dit, commença-t-il, tu es trop intelligent pour passer la serpillière. Que dirais-tu de travailler pour moi? La question la stupéfia. Elle cligna des yeux, incertaine d'avoir mal compris. Du travail, pour toi, demanda-t-elle prudemment. De quelle manière? Il se renversa dans son fauteuil, les bras croisés. Tu as fait des études de commerce, n'est-ce pas? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider dans notre nouvelle démarche RCE. Vous participerez aux propositions, aux programmes communautaires et aux relations avec les fournisseurs. C'est un véritable rôle, rémunéré. La poitrina d'Amara s'aserra. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer. Mais je n'ai aucune expérience, murmura-t-elle. Tu as du cœur, de la perspicacité et de l'expérience, répondit Shuka. C'est plus que la moitié de mon conseil d'administration peut en dire. Pour la première fois depuis des années, Amara a eu un aperçu de qui elle était autrefois et de qui elle pourrait redevenir. Le lundi suivant, Amara entra au siège de Noir Fairtex Lucky en tant qu'employé officiel. Tolu avait géré son intégration avec son efficacité habituelle, tout en gardant une distance professionnelle plus froide qu'auparavant. Amara n'y prêta pas attention. Elle comprenait la tension inexprimée. C'était le même jugement auquel elle était confrontée depuis qu'elle avait perdu son ancienne vie. Mais elle savait aussi qu'elle avait quelque chose à prouver, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même. Sa première mission consistait à étudier et à concevoir une bourse d'éducation durable pour les filles défavorisées de Makoko. Elle s'y est investie, travaillant de longues heures, restant souvent après la fermeture du bureau pour peaufiner sa proposition. Ses collègues étaient d'abord sceptiques, murmurant à propos de l'action caritative du milliardaire, mais Amara a laissé leurs doutes s'évaporer comme une pluie de fer. Chaque feuille de calcul qu'elle créait, chaque courriel qu'elle envoyait et chaque responsable communautaire qu'elle appelait lui rappelait qu'elle était encore capable.
Elle n'était plus la femme brisée qui dormait autrefois devant la porte d'un inconnu. Shuka l'observait de loin, veillant à ne pas la survoler, même si sa fierté était indéniable. Chaque rapport d'avancement mentionnant le nom d'Amara le faisait sourire, discrètement. Un après-midi, il visita le site de Makoko où Amara dirigeait une séance de planification. Il arriva sans prévenir et l'observa depuis la voiture. Debout devant un groupe de mères, elle expliquait avec assurance les détails de la subvention dans un yoruba fluide, d'un ton respectueux mais autoritaire. La foule acquiesça, captivée. Une petite fille serra la main d'Amara lorsqu'elle termina son discours. Cette image a profondément marqué Shuka. Elle n'était plus seulement la femme qui avait débarqué dans sa vie par hasard. Elle devenait une force, capable, compatissante et résiliente. En s'éloignant, il réalisa que lui offrir ce poste n'était pas un acte de charité. C'était un cadeau qu'il se faisait à lui-même. Car en la reconstruisant, quelque chose en lui se reconstruisait aussi. Le passé est une chose délicate. Il ne frappe pas avant d'entrer. Un vendredi après-midi, alors qu'Amara rentrait à son bureau après une réunion, elle aperçut un homme debout à la réception, discutant avec animation avec le réceptionniste. Ses pas hésitaient. Elle reconnut cette voix, nasillarde, précipitée, toujours légèrement condescendante. C'était Hush, sa cousine. Le même cousin qui lui avait volé son héritage, falsifié des papiers et l'avait chassé de la maison familiale à Enugu des années auparavant. Le cousin qui l'avait traité de désastre et avait dit à ses voisins qu'elle était devenue folle. Elle en avait le souffle coupé. Comment l'avait-il trouvé? Que voulait-il? Elle se retourna vivement pour s'éloigner, mais il était trop tard. Il la vit. Amara, cria-t-il, surpris mais ravi. C'est vrai. UDE travaillait désormais pour Billionnaire. Sa voix résonna dans le hall, attirant des regards curieux. Elle se figea, la chair de poule. Que fais-tu ici? Demanda-t-elle d'une voix crispée. Proposition commercial, Suritael. Le monde est petit. Oh, j'ai quelque chose pour ton ogre. Mais on pourrait en parler plus tard, non. La présence soudaine d'Hush plongea Amara dans une tempête d'anxiété. Les jours suivants, il lui envoya des messages, se présenta à la porte du bureau, et tenta même de l'appeler sous d'autres numéros. Elle ne répondit pas, mais elle savait que les hommes comme lui n'abandonnaient pas facilement. Quand Shuka remarqua que son humeur avait changé, il lui demanda gentiment, et elle finit par lui parler d'Hush, de l'héritage volé, du testament falsifié, des années passées à errer d'un refuge à l'autre parce que son propre sang l'avait trahi. Shuka l'écouta en silence, la colère lui serrant la mâchoire. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça avant ?» demanda-t-il. Amara haussa les épaules. « Cela aurait-il changé quelque chose ?»« Oui, répondit-il simplement. Cela m'aurait donné encore plus de respect pour toi. » Cette nuit-là, Shuka a appelé son équipe juridique et lui a donné l'ordre de tout savoir sur l'aisance d'Hush. S'il essayait d'utiliser Amara pour s'infiltrer chez New Affair Tech, il le regretterait. Shuka ne protégeait pas seulement son entreprise. Il protégeait ceux qui lui étaient chers. Pendant ce temps, Hush tenta un dernier geste désespéré. Un soir, il tendit une embuscade à Amara sur le parking, alors qu'elle attendait son chauffeur. « Je suis ta famille, dit-il d'un ton plus doux. Pourquoi dis-tu qu'on est des étrangers? Je t'ai aidé à grandir, tu te souviens? » Elle le fixa, les yeux brûlants d'une fureur contenue. « Tu m'as élevé à coups de poing et de mensonges. Tu as détruit tout ce pour quoi nos parents ont travaillé. Ils se moquaient de moi. Je survivais à peine. Tu devrais me remercier. Si je ne t'avais pas mis dehors, tu ne serais pas arrivé ici, n'est-ce pas? » Cette phrase a brisé quelque chose en elle. « Tu as raison, dit-elle froidement. Grâce à toi, j'ai appris à me battre. Mais maintenant, je riposte, avec l'aide d'avocats. » Elle monta dans la voiture qui l'attendait sans un mot. La semaine suivante, Hush reçut une mise en demeure et une plainte officielle du conseiller juridique de New Affair Tech. Il ne s'approcha plus d'elle. Mais Amara savait que les fantômes ne disparaissaient jamais vraiment, ils attendaient simplement que des fissures réapparaissent. Les murmures reprirent leur cours habituel, et les bureaux silencieux et les discussions de groupe se remplirent d'émojis et de demi-vérités. Une photo floue de Shuka et Amara marchant côte à côte sur le site de Makoko a fait surface en ligne, publiée anonymement. La légende disait « l'association caritative de Tech Mobile ou son amant secret ». En quelques heures, les blog people l'ont reprise. Le soir même, elle était devenue tendance. Qui est Tamara Ease?
est devenu un terme de recherche très recherché. Des détectives d'Internet ont retrouvé ses anciens dossiers universitaires, les ont liés au scandale avec son cousin et ont élaboré des théories du complot. Certains ont prétendu qu'elle avait ensorcelé Shuka. D'autres l'accusaient d'être une espionne envoyée par ses rivaux. À une époque où la vérité circulait plus lentement que les clics, le récit avait déjà pris une tournure inattendue. Quand Amara a vu les articles du blog, ses mains ont tremblé. Elle avait tant lutté pour être à nouveau respectée. Maintenant, sa dignité était remise en question par des inconnus qui ne savaient rien d'elle. Tolu lui apporta du thé et s'assit à côté d'elle en silence. Malgré leurs différences, elle savait ce que cela faisait d'être calomniée par le monde. Shuka était furieux. Son équipe de relations publiques lui conseilla de nier publiquement les faits, de prendre ses distances avec Amara et de laisser l'actualité suivre son cours. Mais il a refusé. Elle n'est pas jetable, leur a-t-il dit. Elle ne fait pas la une des journaux. Au lieu de cela, il a publié une déclaration affirmant l'engagement de l'entreprise en matière de sensibilisation à l'éthique, saluant le travail d'Amara et ne présentant aucune excuse. L'initiative était audacieuse et risquée. Les investisseurs ont murmuré. Les partenaires ont soulevé des questions. Mais certaines personnes, notamment celles des communautés qu'Amara avait aidées, ont manifesté leur soutien. Des maires de Makoko ont publié des témoignages. Les jeunes racontaient comment Amara les avait traités comme des égaux. Lentement, la situation commençait à s'inverser. Pourtant, à l'intérieur du manoir, la tension était palpable. Amara évitait la nouvelle, mais elle la suivait partout, dans ses murmures, ses regards en coin, et la façon dont les inconnus la fixaient une seconde de trop. Un soir, elle dit à Shuka, « Je devrais peut-être partir, avant de causer plus de dégâts. » Mais il secoua la tête. « Tu n'es pas la cause. Tu es la raison pour laquelle j'ai recommencé à vivre. » Pourtant, le contre-coup a laissé des cicatrices. Amara s'est retirée du bureau, choisissant de travailler à distance pendant un certain temps. Elle a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Même Mama Ifeoma a appelé Denugu pour savoir si les rumeurs étaient fondées. « Non, maman, dit-elle doucement. Mais même si c'était le cas, est-ce que cela me rendrait indigne ?» La vieille femme soupira. « Tu es digne, ma fille. Mais le monde ne voit pas toujours les choses avec des yeux clairs. » Amara pleurait en silence après l'appel, non pas de honte, mais d'épuisement. Survivre à la pauvreté était une chose. Survivre au succès en était une autre, surtout lorsqu'il était entaché de pouvoir masculin, de surveillance publique et de dettes affectives impayées. En contemplant son reflet ce soir-là, elle réalisa une chose essentielle. Sa valeur ne pouvait plus être liée à la perception. Elle était plus que ce que les gens disaient, plus que ce qu'ils croyaient. Elle s'était reconstruite à partir de rien, et aucun scandale ne pouvait l'en empêcher. Dare Nwokosha attendait une faille dans l'armure de Shuka. En tant que plus vieux rival et ancien partenaire commercial de Shuka, Dare s'était donné pour mission de détruire tout ce que Shuka avait construit. L'engouement médiatique autour d'Amara fut une occasion en or. Dare organisa une rencontre avec un chroniqueur people populaire et divulgua des photos internes, certaines d'Amara travaillant tard dans le bureau de Shuka, d'autres manipulées pour suggérer une certaine intimité. Puis, il fit preuve d'une plus grande insidieuse persuasion. Il envoya un faux investisseur dans l'équipe d'Amara, posant des questions suggestives sur son embauche, insinuant subtilement qu'elle était une fraternité de blanchiment d'argent. En moins d'une semaine, les agences de régulation ont commencé à traquer Noah à la recherche de technologie. C'était calculé, cruel et efficace. Dare ne voulait pas seulement qu'Amara soit détruite, il voulait que Shuka se vide de son sang. Et cette fois, il semblait en mesure de réussir. Même les membres du conseil d'administration de Shuka ont commencé à lui faire pression en privé. Elle est un handicap, disait-il. Laisse-la partir. Shuka refusa. Mais la tempête gagnait en intensité. Amara sentait les mers s'y refermer sur elle. Elle savait qu'elle était devenue une cible, et ce n'était plus seulement une question de jalousie, c'était une question stratégique. Quelqu'un de puissant voulait l'anéantir. Un soir, elle fit irruption dans le bureau de Shuka, la frustration débordante. « Je n'ai rien demandé de tout ça, » dit-elle. « Je ne t'ai pas supplié de m'accueillir. Mais si c'est moi qui suis à l'origine des difficultés de ton entreprise, laisse-moi partir. » Shuka se leva et s'approcha d'elle, d'une voix calme mais ferme. « Tu n'as pas créé cette tempête. Tu es là avec moi. » Elle leva les yeux vers lui, les larmes aux yeux. « J'en ai assez d'être toujours le champ de bataille.